Bonjour et bienvenue à nouveau sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. J'avais envie de revenir vers vous aujourd'hui avec une vidéo dédiée à Stefan Zweig, qui est au fait l'auteur que j'ai choisi pour le mois de juin dans le cadre du challenge de Nabolita, un mois un auteur ou un mois une autrice selon vos choix. Et mon choix s'était porté sur cet auteur autrichien parce que je savais que j'aimais beaucoup son style. J'avais déjà lu Le Joueur d'échecs, j'avais déjà lu des titres comme Amerigo, mais je m'étais jamais vraiment dédiée à sa littérature d'une manière plus générale. Et la démarche également de prendre son temps vraiment et de se dédier à un auteur pendant une certaine période m'intéressait beaucoup. Donc voilà, et je vais vous reparler un peu de mes constats à la fin de cette vidéo. Mais c'est vrai que des fois on a des auteurs, on sait qu'on aime bien leur œuvre, mais on sait également qu'on a touché seulement une partie limitée de ce qu'ils ont écrit. Donc je pense que ça fait du bien également de se poser et de vraiment se dédier un peu plus à leur travail. Voilà, donc je vais commencer tout de suite avec les titres que j'ai lus pendant cette période et que j'ai aimés pendant cette période, et j'espère que ça va vous encourager de lire un peu plus de Stefan Zweig, parce que même s'il est encore connu aujourd'hui, je trouve qu'on pourrait se dédier encore plus à son œuvre. Voilà, donc ma première lecture pour ce mois dédié à Stefan Zweig a été la lecture de plusieurs de ses nouvelles, donc Amok, Lettre d'une inconnue et La ruelle au clair de lune. Amok et Lettre d'une inconnue sont deux des nouvelles les plus célèbres de Zweig. Ce recueil les met ensemble en parallèle avec également La ruelle au clair de lune, tout simplement parce que ce sont trois nouvelles qui parlent d'amour impossible, d'amour pervers, d'amour inégaux, enfin qui ont pour thème la déception amoureuse et l'impact psychologique que cette déception peut avoir sur ces personnages. Donc j'ai commencé par Amok. Amok, pour ceux qui s'intéresseraient, c'est un mot sauf erreur qui vient du javanais, ou en tout cas qui a été rapporté en Europe par les colons, les colons des Pays-Bas qui étaient partis en Asie du Sud-Est, et aujourd'hui qui s'utilise des fois pour parler de personnes qui, en anglais on parle de run amok, de personnes qui perdent leurs moyens et qui ont des actions violentes non expliquées. Et à la base, cela décrit, d'après cette nouvelle, un sentiment qui est très très profond, une espèce de folie passagère qui généralement provient d'un amour frustré, d'un amour déçu, qui se transfère vers des personnages et qui les amène à commettre l'irréparable, à commettre parfois des crimes, des viols, des actes d'une très grande violence. Et c'est exactement ce qu'on va suivre dans Amok au fait. Et comme la plupart des récits de Zweig, on a ici un récit enchâssé, c'est-à-dire un récit, une histoire dans une histoire si vous voulez, puisque le personnage principal est un homme anonyme qui partage un bateau, qui rentre d'Inde vers l'Europe, qui partage un bateau avec un homme qu'il ne connaît pas, et cet homme est complètement désœuvré et complètement troublé, et il va lui raconter son histoire. Et il va donc lui raconter l'histoire de son amour et également pourquoi il est sur ce bateau et pourquoi il doit absolument tenir un secret. C'est une histoire d'amour impossible, en réalité, cette fameuse histoire entre un médecin de campagne et la femme d'un très riche commerçant qui va vouloir subir un avortement, donc illégal bien sûr à l'époque, donc il se tourne vers un petit médecin de campagne pour des questions de discrétion. Et ça va très mal se terminer, je ne vais pas vous en dire plus au cas où si vous voudriez le lire, mais ça va partir dans une déception amoureuse la plus totale, ça aura des tournures extrêmement dramatiques. Et on va suivre les conséquences de cette relation inégale de manière hiérarchique et de manière au niveau du genre aussi, au niveau des besoins également, puisque l'avortement est un thème central, et dans ce cas-là, la femme désespérée qui souhaite subir un avortement, et à quel point ils peuvent amener à des conséquences tragiques. J'ai beaucoup aimé cette nouvelle, j'ai beaucoup aimé le côté extrêmement psychologique que l'on retrouve dans cette nouvelle. Ça a été du coup une très bonne lecture, une très courte lecture également. J'ai beaucoup apprécié au fait la manière dont la thématique de l'avortement, qui est centrale dans cette nouvelle, est abordée, et également l'utilisation de ce mot étranger, donc de folie, pour décrire un phénomène un petit peu mystérieux qui prend certaines personnes après une relation amoureuse déçue. Après, je trouve que, bien sûr c'est facile de dire avec du recul, mais je trouve que peut-être la question coloniale, quand on la regarde de cette manière, l'idée du colonialisme peut être un petit peu romantisée, ou l'idée du rapport à l'extérieur
entre colons et indigènes notamment, peut-être un petit peu, passe peut-être à la trappe, pardon, dans cette nouvelle, mais ça a été une excellente lecture. Et je me suis ensuite tournée vers Lettre d'une inconnue, qui elle est un gros coup de cœur pour ce mois dédié à Zweig. Lettre d'une inconnue raconte l'histoire d'un auteur qui habite à Vienne, qui a plusieurs relations généralement très courtes, qui ne se pose pas avec une seule femme pour le restant de ses jours, qui reçoit un jour une lettre mystérieuse, et c'est une lettre qui va en réalité changer son destin, puisqu'il va apprendre que quelqu'un l'aimait pendant des années. Et encore une fois, je vais m'arrêter là, je vais pas spoiler plus que ça, mais quelqu'un l'aimait profondément et il n'a pas su bien réagir à ce rapport. Et il y avait là un côté, alors des deux côtés, encore une fois, cette fois c'est vraiment la femme qui est désespérée et l'homme qui va petit à petit plonger dans une situation extrêmement complexe. Il y a ici un décalage entre l'intellectuel qui ne pense pas forcément aux conséquences de son détachement émotionnel et une autre personne qui est soumise à ses pulsions et qui se tourne au final vers une forme d'autodestruction dans cette nouvelle. Le côté épistolaire est également extrêmement intéressant, enfin c'est juste encore une fois un récit enchâssé à travers une lettre, mais c'est extrêmement touchant, c'est d'une finesse, on ressent tout à fait le personnage désespéré qui n'arrive plus à contrôler ses pulsions, qui est un petit peu soumis à ce qui s'est passé dans sa vie, qui est hanté par quelque chose. Donc un gros coup de cœur pour moi. C'est vrai que je comprends pourquoi l'édition que j'ai de Livre de poche, n'est-ce pas, a choisi de la mettre à côté de Amok, puisque les deux nouvelles parlent en parallèle de relations amoureuses désespérées. Après, ce n'est pas, pour moi, Lettre d'une inconnue est clairement supérieure à Amok. Au fait, l'écriture est magnifique, elle est assez fleurie, elle est belle, elle est très poétique. Et en même temps, on arrive tout à fait à s'identifier à ce personnage, encore une fois, dont les paroles sont rapportées à travers une lettre, ce qui, stylistiquement parlant, est impressionnant. Ensuite, je vais parler rapidement de La Ruelle au clair de lune, qui est peut-être la nouvelle que j'ai moins aimée de ce trio, si je peux dire. Alors ça a été une bonne lecture, mais pour tout vous dire, j'ai lu quand même ces nouvelles il y a 2-3 semaines, et autant Amok et Lettre d'une inconnue, alors j'ai pris des notes, j'ai pu m'y dédier, autant La Ruelle au clair de lune ne m'a pas marqué plus que ça. Également une histoire d'amour malsain, donc c'est intéressant de ce point de vue-là. Dans ce cas-là où toujours à travers le prisme des relations entre bourreau et victime qui vont petit à petit s'inverser, puisque c'est un thème central de ces œuvres de Zweig. Toujours dans l'optique des personnages qui sont au mauvais endroit, au mauvais moment, qui vont rater des opportunités, qui gâchent quelque chose par inattention. Mais je l'ai quand même trouvée moins marquante, je l'ai trouvée au final trop courte, et puis ouais, il y avait un côté... j'ai pas réussi à rentrer dans le côté dramatique cette fois, et pourtant Lettre d'une inconnue est extrêmement dramatique, mais cela m'a clairement moins marqué au fait que dans La Ruelle au clair de lune. Toujours est-il que ça reste 3 très bonnes nouvelles, et si vous voulez rentrer dans Zweig, je vous recommande fortement cette petite édition. Zweig est extrêmement est toujours beaucoup imprimé aujourd'hui, vous n'aurez aucune peine à vous les procurer. Toujours est-il que c'est bien de lire ces petites nouvelles pour se mettre vraiment dans le bain de l'œuvre de ce grand auteur. Ensuite, autre gros coup de cœur, autre que Lettre à une inconnue, la confusion des sentiments. Alors la confusion des sentiments, je pense que je pourrais facilement en parler pendant un bon moment, et je vais essayer de pas trop me lancer non plus dedans. Encore une fois, un récit enchâssé, cette fois un professeur universitaire qui part à la retraite après une carrière tout à fait vénérable et mémorable, qui se remémore un événement de sa jeunesse qui a changé sa vie à jamais, le plus grand amour de sa vie en quelque sorte, même s'il est marié et qu'il a eu une vie tout à fait satisfaisante. Et donc dès les premières pages, on va se demander qu'est-ce cet événement qui a pu marquer la vie de ce professeur, autant pour qu'il s'en remémore 60 ans après. Donc j'ai tout de suite été prise par l'intrigue, ça a été un déclic total. Ce roman narre, cette nouvelle plutôt, narre justement la relation entre ce professeur alors qu'il était encore jeune et qu'il venait d'arriver dans une petite ville d'Allemagne pour ses études, et la relation qu'il a avec son mentor de l'époque, un professeur qu'il trouve absolument fascinant. Et
avec qui il a envie de passer le plus de temps possible. Et dès le début, tout comme dans Amok, tout comme La ruelle d'une inconnue, il y a le problème de la hiérarchie qui se pose, bien sûr, donc de l'élève et du professeur, de l'élève en plus qui est dans un état pratiquement total, de soumission pratiquement totale envers son professeur, qu'il voit réellement comme quelqu'un qu'il admire tellement et qui va tellement pouvoir changer sa vie, qui est un génie absolu, qui parle de la romantique avec une telle ferveur et une telle passion que pour lui c'est quelqu'un qu'il vénère. Ce qui est un sentiment qui au final est assez présent dans les universités, pas du tout de manière sexualisée à mon avis, mais des fois on a des personnes, c'est comme ça, quand on est jeune et qu'on voit un professeur et qu'on a l'impression que c'est un génie, c'est quelqu'un qui a absolument une telle présence, on ne peut que les admirer. Et il va se retrouver à vivre avec ce professeur et sa femme, puisqu'ils ont une petite chambre d'hôte juste au-dessus de leur maison. Donc c'est son rêve parce qu'il passe de la proximité d'étudiante à la proximité physique. Et petit à petit, encore une fois, une relation très mystérieuse, très... comment dire, très suggestive, pardon, je vais y arriver, également se crée entre les deux personnages, puisque d'un côté on a cet étudiant qui va être épris de fascination et d'admiration pour son professeur, et de l'autre on a le professeur qui est extrêmement ambigu envers son élève, donc jusqu'aux dernières pages on va être laissé en suspens. Ce professeur qui a une vie... secrète en quelque sorte, qui ne montre pas ses sentiments, qui est extrêmement inconstant, qui tout d'un coup est très affectueux, tout d'un coup devient très froid, tout d'un coup rejette, tout d'un coup accepte. Donc on va vouloir se demander réellement ce qui se passe avec ce professeur. Cela permet d'aborder au fait le thème justement de la psychologie et de ce qui se passe quand une personne se renferme sur elle-même au fait et nie ses propres sentiments. D'où le titre, la confusion des sentiments, puisque autant l'élève que le professeur ne sont pas totalement dans le clair par rapport à ce qui se passe. C'est une histoire d'amour qui va rester totalement, encore une fois, ambiguë. L'ambiguïté, la confusion qui va jamais être résolue, qui est totalement insoluble, pour laquelle il n'y a pas réellement d'issue. Qui est ambigu également au niveau de l'attraction intellectuelle, de l'attraction sexuelle qui peut se développer. Et alors ça, je l'ai lu d'une traite et ça a été un grand coup de cœur, mais vraiment lisez cette nouvelle. Si vous devez lire qu'une seule nouvelle de Zweig, je la préfère largement au fait aux joueurs d'échecs, pour être parfaitement honnête, parce qu'on a deux portraits psychologiques. Également un petit peu la femme du professeur, si j'ose dire, qui est aussi un personnage extrêmement intéressant, qui des fois joue un peu l'entremetteuse, qui est entre deux, mais qui est tout à fait un personnage bien écrit et multidimensionnel. C'est super intéressant, et la thématique de la mémoire également, et de comment on regarde son propre psyché de manière un peu rétroactive, c'est juste magnifique. J'ai juste eu un gros coup de cœur au fait pour les techniques de narration aussi qui sont employées ici, avec encore une fois ce récit enchâssé qui personnellement au niveau des récits enchâssés, j'ai aussi un petit faible quand c'est une mémoire, parce que la mémoire c'est un thème tellement intéressant en fait, un thème peut-être qu'on n'aborde pas assez, mais on peut se demander effectivement comment est-ce que je verrai mon passé quand j'aurai 80 ans, comment est-ce que je vais me voir, et c'est tout à fait un des thèmes centraux de cette œuvre, le côté rétroactif, la rétrospective, la psychologie, les sentiments que l'on enfuit, les sentiments que l'on nie. Et le fait que certaines relations qui sont pas forcément des plus saines, qui sont pas forcément des plus joyeuses, au final vont nous marquer à vie, et elles vont beaucoup plus nous marquer que des relations on peut être cynique et dire il n'y a pas d'amour heureux ou ce genre de choses, mais des fois ce qui ne s'est pas produit va plus nous impacter que ce qui s'est produit, et c'est réellement ce qui se passe dans cette nouvelle. Donc je vous conseille fortement de vous la procurer. Cela fait, allez, ça fait 124 pages. Donc c'est une lecture tout à fait abordable. En plus au niveau du style, Zweig n'est réellement pas difficile. Donc si vous voulez un peu vous lancer dans l'écriture plus psychologique et plus fine de cet écrivain, voilà, je ne peux que vous le recommander. Ensuite, autre lecture un peu différente des autres, j'avais très envie de lire Le Brésil, terre d'avenir
Donc pour ceux et celles qui ne le sauraient pas, Stefan Zweig a passé les dernières années de sa vie, les années qui menaient à son suicide en 1942, alors que la Deuxième Guerre mondiale battait son plein, au Brésil. Il a vécu à Petrópolis, en banlieue de Rio de Janeiro. Quand il est arrivé au Brésil d'Europe, il a été accueilli réellement comme une rockstar. Il a été à plusieurs congrès à Rio, à Sao Paulo. Il a beaucoup voyagé à travers le pays. Et je me disais au fait qu'en lisant ce roman, j'aurais accès à un côté différent de Zweig, peut-être un peu plus inexploré, puisque ce n'est pas du tout une œuvre qui figure parmi ses œuvres les plus connues. Au fait, ce qui est particulier avec ce roman, c'est que je ne le recommanderais pas du tout comme première lecture de Zweig déjà. Peut-être que je ne le recommanderais pas du tout comme lecture ordinaire. Je le recommanderais si quelqu'un veut vraiment s'intéresser à la vie de Zweig et à la relation qu'il entretenait avec le Brésil. Donc ayant moi-même voyagé au Brésil, j'ai un intérêt peut-être plus naturel. J'ai adoré ce pays, j'ai trouvé ça absolument fascinant. J'ai été surtout au sud, à Rio, à Florianopolis, à Sao Paulo pour la petite histoire. C'est un pays magnifique et j'avais hâte de voir comment l'auteur avait parlé de ce pays. Il y a plusieurs choses à noter, c'est que cette œuvre a été extrêmement critiquée parce que Zweig est hyper idéaliste dedans. Pour lui, c'est le Brésil, c'est le pays parfait, c'est le pays qui n'a aucune faute, c'est le pays où il y a un mélange ethnique incroyable. Rappelons-nous quand même qu'à l'époque, le Brésil était déjà une dictature militaire, les gens se faisaient routinement torturer, même si Zweig lui-même avait été très bien accueilli par le ministre de la Culture. C'est également un pays où, si la mixité règne certes parmi toutes les couches de la société, les favelas sont majoritairement composées de personnes noires, de personnes qui descendent généralement des esclaves. Le Brésil a pratiqué l'esclavage en masse d'ailleurs, je vais revenir sur ça, sur la manière dont Zweig en parle. Il en parle avec des lunettes roses en quelque sorte, également parce qu'il est complètement désenchanté par l'Europe. Ce qui explique son suicide au fait, c'est que pour lui, l'Europe c'était fini, c'était la montée du nazisme. Il voyait ses livres se faire brûler en Allemagne puisqu'il était juif. Il n'avait plus du tout le droit de revenir là-bas, il était montré dans les journaux comme une caricature à travers des caricatures antisémites. Donc on ressent également ce besoin de se projeter ailleurs pour rejeter ce qui est derrière lui. Ce qui en fait au fait pas une approche forcément des plus saines envers le pays, parce que quand on va vouloir voir quelque chose absolument... quand on va vouloir voir toujours quelque chose en comparaison avec un aspect de soi que l'on rejette, et bien forcément que ça ne va pas être quelque chose d'idéal. Cependant ça reste une lecture très intéressante, on apprend beaucoup de choses sur l'histoire du Brésil, toujours de cette manière extrêmement romanesque de Zweig qui n'était pas historien quand même s'il a écrit beaucoup de biographies, mais on en apprend beaucoup à travers ce livre. Des fois des côtés peut-être un peu inconfortables quand on sent que quand même il va dire qu'il y avait moins de cruauté envers les esclaves au Brésil qu'aux États-Unis, ce qui est absolument faux, parce que si vous allez à Rio, il y a un musée de l'esclavage où on vous montre les différentes façons dont ils torturaient les esclaves et c'était absolument pas drôle, mais on sent cet homme épris de liberté, qui veut se tourner vers le futur, qui espère commencer quelque chose de nouveau, ce qui est d'autant plus tragique quand on sait que cette quête de Zweig s'est terminée en échec, non pas tant par rejet du Brésil, mais au fait par désespoir face à cette Europe qu'il n'a jamais réellement pu quitter. Ensuite, last but not least, j'ai lu Le Monde d'hier, Souvenir d'un Européen de Stefan Zweig, qui n'était pas une lecture prévue au fait en raison de sa longueur, puisqu'il fait quand même 500 pages. C'est le mémoire de Zweig, au fait, c'est le dernier roman qu'il a écrit. Il l'a écrit seulement quelques jours avant son suicide, il a vraiment remis le manuscrit peut-être final, peut-être 3 jours avant son suicide, et c'est son magnus opum en quelque sorte par rapport à sa relation à l'Europe et au désespoir qu'il souhaitait transmettre dans les derniers instants de sa vie. On va donc suivre Zweig de la Vienne impériale à la Première Guerre mondiale jusqu'à l'explosion de la Deuxième Guerre mondiale et la montée du nazisme, la montée du fascisme d'abord, la montée du nazisme en Allemagne, l'annexion de l'Autriche par l'Allemagne, enfin plein de choses comme ça. C'est magnifique également. Donc personnellement ce n'est pas l'œuvre que j'ai forcément préférée de Zweig, parce que je suis vraiment une très grande fan de ses portraits psychologiques.
cela reste néanmoins une œuvre absolument splendide qui nous permet de voir tous ces événements historiques qui sont d'une importance extrême, notamment la chute de l'Empire austro-hongrois, le début de la Première Guerre mondiale, la montée du nazisme, à travers les yeux de quelqu'un qui n'a jamais pu voir la Deuxième Guerre mondiale, donc la fin de la Deuxième Guerre mondiale, pardon. Donc qui n'a juste pas le recul que nous avons aujourd'hui, qui n'a juste pas cette idée de « ah, au final tout va aller bien parce que l'Europe va être libérée ». Non, rien du tout. Pour lui, Zweig, quand il est décédé, les Japonais venaient de prendre Singapour, donc c'était la vague de fascisme qui allait prendre le monde entier tôt ou tard. Et on voit ce Zweig nostalgique notamment de ses années adolescentes où il rentre très rapidement dans des cercles littéraires viennois. On sent son rapport un peu ambigu avec l'Empire austro-hongrois qui est vieillissant, qui manque d'énergie, qui manque de jeunesse. On le voit qui voyage très jeune à travers l'Allemagne, en France, en Angleterre, puis aux États-Unis. Donc on sent un Zweig épris de liberté, qui n'aime pas les frontières, qui explique qu'à l'époque il pouvait voyager sans passeport dans un monde qui, à l'époque où il écrivait ces lignes, était devenu totalement mobile et où les frontières ne pouvaient pas être franchies très, très facilement. Donc j'ai été beaucoup touchée et surtout de voir également l'expérience d'un homme juif qui pourtant était plutôt apolitique. Zweig n'a d'ailleurs jamais pris forcément la parole de manière politique, de manière systématique, absolument pas au fait. De voir ce désespoir et de voir cette perte de confiance petit à petit envers son propre pays, ça a été absolument saisissant et c'est un magnifique livre, une magnifique autobiographie. Et également, à cause de autre chose qui est intéressante, c'est toutes les fréquentations que Zweig a. Donc quand je parlais un peu peut-être de longueur au début, c'est que notamment il va raconter qu'il a rencontré Rilke à Paris, il va beaucoup en parler. Il parle de Freud, il parle de Romain Rolland, de personnes qui sont devenues extrêmement célèbres. Et donc c'est assez génial de s'imaginer juste Freud et Zweig à Londres qui discutent ensemble librement de toutes ces choses. Et ça en a fait une très très bonne lecture. Justement quand on peut se connecter au point de vue de quelqu'un qui n'a jamais vu la fin de la guerre, du coup qui n'a absolument aucun recul sur ces différents éléments. Et ça va nous permettre également de voyager partout à travers en Europe. Il passe notamment par la Suisse, il passe par la France, il adore Paris par ailleurs. Donc une autre très bonne lecture. Si vous avez un peu plus de temps, parce qu'elle est quand même plus longue, donc il y a un gros contraste entre ces nouvelles qui sont lues très rapidement et ça qui est un peu plus solide, mais ça en reste quand même une excellente lecture et je vous recommande également. En fait je vous recommande un peu tout de Zweig, je réalise, mais j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à cette lecture, donc je pense que c'est un auteur abordable, je pense que c'est un auteur tout à fait plaisant à lire et donc voilà, pour cette raison j'avais envie de partager ces romans avec vous. Ensuite, je vais vous parler de deux œuvres qui ne sont pas de Zweig mais qui sont sur Zweig et qui vont peut-être vous en apprendre un peu plus sur cet auteur parce qu'à mon sens un côté tout à fait, peut-être pas sous-coté dans les milieux universitaires mais juste quand on a envie de lire des classiques, quand on a envie de lire des auteurs intéressants de manière générale, c'est d'en apprendre plus sur la vie des auteurs et de comprendre pourquoi ils écrivent les choses d'une certaine manière, pourquoi ils abordent certaines thématiques, pourquoi ils en fuient d'autres, pourquoi ils parlent de tel mouvement politique de telle manière, c'est à mon sens fondamental. Et je ne peux donc que vous recommander l'excellente émission de France Culture, La Compagnie des œuvres, avec Mathieu Garrigou-Lagrange, autrefois La Compagnie des auteurs, qui se tourne maintenant vers des œuvres de manière plus générale, mais qui permet quand même d'avoir accès à une très grande variété de contenus littéraires dédiés à la vie des auteurs. Et c'est dans ce cadre-là que je vais souligner que la Compagnie des œuvres a fait 4 épisodes, comme ils le font d'habitude, dédiés à Stefan Zweig. Donc le format c'est 1 heure par épisode environ, avec un expert de Zweig différent qui va parler d'éléments de sa vie. Donc le premier épisode qui va être plutôt dédié à sa jeunesse à Vienne, un autre épisode aux joueurs d'échecs, un autre épisode à la fin de sa vie au Brésil. Et j'ai absolument adoré au fait écouter cette émission de radio en parallèle de mes lectures. Ça m'a permis d'apprendre beaucoup sur le profil psychologique de Zweig et pourquoi certaines thématiques étaient abordées dans ses œuvres. Le fait que lui-même souffrait de ce qu'on appellerait aujourd'hui la dépression ou l'anxiété. Lui il y réfère à la bile noire puisque c'était juste les débuts de la psychiatrie. Et d'avoir ce fond, ça m'a vraiment aidé dans mon appréciation. Déjà ça m'a aidé à apprécier les œuvres et ça m'a clairement aidé à leur analyse, donc je pense que ça ne peut que être
qu'être une bonne idée de vraiment d'écouter ce podcast, de prendre, voilà, vous pouvez le faire quand vous promenez votre chien ou quand vous faites la cuisine, moi c'est généralement ce que je fais. Mais 4 magnifiques épisodes qui nous apprennent plus sur la relation de Zweig avec Vienne, sur la relation de Zweig avec le judaïsme, et s'il était pratiquant ou non, ses origines familiales, ses rapports amoureux avec les femmes qui se reflètent beaucoup dans les œuvres à mon avis. Donc une source extrêmement précieuse. Donc si vous vous intéressez un minimum à Zweig, écoutez au moins un de ces 4 épisodes qui sont toujours disponibles gratuitement sur le site de France Culture ou sur n'importe quelle application de podcast, je pense. Et finalement, j'ai également regardé le film Zweig, L'adieu à l'Europe, sauf erreur, qui date de 2016, qui a été pour moi une grosse déception. Donc je ne vous recommande pas le film. J'avais très hâte de voir Zweig à l'écran, parce qu'il n'est pas forcément, assez célèbre pour avoir des biopics qui sortent régulièrement sur lui. J'ai trouvé le casting intéressant, j'ai trouvé que niveau luminosité, niveau ambiance, ça jouait. Ça suit la fin de la vie de Zweig, donc ça le suit surtout au Brésil. Mais ça a été pour moi absolument trop décousu et j'ai juste pas réussi à rentrer dedans d'une manière ou d'une autre. Au fait, on se sent, c'est étrange parce qu'on passe du temps avec Zweig, mais on se sent totalement extérieur à lui. On n'arrive pas du tout à se connecter avec lui. On le voit avec sa dernière femme, Lotte. Mais par exemple, il y a un passage où il retourne à New York. Et c'est à une époque où beaucoup de juifs essayent de fuir l'Europe. Donc il est dans une maison avec son ex-femme, au fait, qui est également juive, et plusieurs personnes de la communauté juive de New York qui vont parler du fait qu'ils doivent utiliser plein de ressources différentes pour faire venir des juifs d'Europe, que c'est extrêmement compliqué, qu'ils doivent passer par des ambassadeurs, par certains pays qui livrent ou non les visas, et on sent petit à petit que il y a un moment les frontières se referment et que beaucoup de personnes vont juste être bloquées en Europe et forcées à mourir. Donc c'est quelque chose en soi d'extrêmement intéressant et la manière dont c'est abordé est extrêmement pertinente. Mais Zweig parle peut-être 3 fois dans cette scène, enfin j'avais l'impression, je comprenais pas du tout parce que pour montrer qu'il était triste, il le mettait contre la fenêtre puis il le faisait regarder par la fenêtre d'un air mélancolique. Donc ouais, on comprend que il est pas très content, mais on comprend pas exactement quelle est sa relation avec l'Europe à l'époque et puis pourquoi il a mis autant de temps pour en parler politiquement, pourquoi il avait pas forcément envie de s'immiscer dans les affaires et pourquoi pour lui jusqu'à la fin l'idée d'un génocide réellement c'était quelque chose de complètement inimaginable, comme beaucoup de personnes à l'époque. Donc un peu dommage quand même. Si vous voulez vraiment le voir, peut-être que vous aurez de toute façon un avis différent du mien, mais ce que je veux dire c'est que regardez-la plutôt pour les parties du Brésil. Mais vraiment dommage, j'ai pas du tout réussi à rentrer dans la représentation de Zweig de cette œuvre et j'espère que ça va bientôt être fait d'une manière ou d'une autre parce qu'il a vraiment une vie extrêmement intéressante. Voilà, donc c'était pour cette vidéo sur Stefan Zweig. J'espère que je vous ai donné envie de lire cet auteur qui est encore pas mal lu aujourd'hui, pas mal populaire, mais vers lequel on ne se retourne pas forcément. Je remercie également Nabolita pour ce challenge parce que vraiment je trouve que c'est très intéressant de se tourner en profondeur vers un auteur, surtout en été quand on a un peu plus de temps, de ne pas juste lire une œuvre mais de se dire j'ai envie d'aborder un corpus de manière générale, de voir les thèmes qui sont récurrents, de voir s'il y a des histoires qui se reflètent, de voir si l'auteur a même créé un univers où des noms se retrouvent d'une façon ou d'une autre dans son œuvre, ce qui peut toujours être le cas. Des petits easter eggs dans les classiques, il y en a plein, on n'y pense pas forcément mais ça ne date pas d'hier. Et j'espère que ça vous aura donné envie du coup comme toujours de lire un peu plus de classiques, de ne pas vous laisser bloquer par quoi que ce soit et de foncer vers des œuvres qui vous attirent un minimum. Sur ce, je vous dis à une prochaine fois. Si vous voulez vous abonner, ça me ferait très plaisir. Je viens de commencer cette chaîne, je poste régulièrement des vidéos dédiées à la littérature contemporaine, mais effectivement surtout des classiques. Je suis également très active sur Instagram, qui est un homonyme de ma chaîne. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à me suivre sur Instagram. Et je vous dis à une prochaine fois. Bye bye!